Tout le monde connaît Charles de Gaulle, mais saviez-vous qu'il s'est blessé 3 fois et qu'il a été emprisonné par les Allemands? Aujourd'hui, je vais vous raconter une période de sa vie qui ressemble à un vrai film hollywoodien. Mais avant, un peu de contexte. Nous sommes le 14 août 1914, la première guerre mondiale a éclaté depuis plus de 2 semaines. C'est le baptême du feu pour De Gaulle qui participe au combat dans le but de repousser l'avancée allemande en Belgique. Pas de bol, dès le lendemain, il se prend un pruneau dans le péroné et des éclats s'enfoncent dans son articulation. Mais fidèle à lui-même, il veut repartir au front dès que possible. Il devra tout de même attendre 7 mois pour se remettre de sa blessure. Ouais, car le mec n'allait pas y retourner en chaise roulante. Le 10 mars 1915, il retourne donc à la Marave durant les combats du Mesnil-les-Hurlus. Mais rebelote, il est blessé à nouveau à la main cette fois. Après quasiment 1 an de repos, le 33e régiment d'infanterie auquel le capitaine De Gaulle appartient est envoyé en première ligne devant Douaumont. Dès le lendemain, son colonel écrit « Dès 6h30 du matin, un bombardement effroyable d'artillerie lourde. Sur toute la largeur du secteur et sur une profondeur de 3 km. La terre tremble sans interruption, le fracas est inouï. Toute liaison vers l'avant comme vers l'arrière est impossible. Tout téléphone est coupé. Tout agent de liaison envoyé est un homme mort. Le dernier agent me revenait blessé, me disant « Les Allemands sont à 20 mètres de nous. Revolver au poing, nous nous préparons à défendre coûte que coûte cette voie d'accès. » Une première attaque se déclenche. Le régiment de Charles repousse les assaillants, sauf que juste après, ils se prennent une nouvelle salve d'ennemis. Puis, un autre bombardement. Les rescapés sont complètement isolés. Ils progressent en rampant et en bondissant d'un trou d'obus à un autre. L'ennemi est partout. Vous imaginez, n'empêche, vous êtes complètement bloqué en infériorité numérique avec des Allemands qui veulent votre peau, vous entendez sans cesse des tirs d'artillerie qui vous explosent les tympans, de la fumée partout, vous ne voyez rien. C'est pas Call of Duty le bordel, c'est la vraie vie. Bref, De Gaulle est dans ce merdier lui aussi. Il passe d'un trou d'obus à un autre, mais manque de chance, il croise la route de quelques Allemands et l'un d'eux lui met un coup de baïonnette. La lame transperce littéralement sa jambe et De Gaulle s'évanouit. Laissé pour mort, il est porté disparu par son colonel. Mais ce n'est pas la fin pour lui, car il est sauvé et capturé par les Allemands. Alors, je précise que c'est la version officielle, mais en 1966, donc bien après la guerre, un ancien soldat qui avait combattu à ses côtés a affirmé qu'il avait été contraint de se rendre sous les ordres de De Gaulle. Alors quelle est la vérité dans tout ça? On ne le saura certainement jamais. Une chose est sûre, De Gaulle est désormais prisonnier de guerre. Notre héros national est donc prisonnier, et il est tout d'abord envoyé à l'hôpital pour être soigné. À peine remis sur pied, il est transféré dans un Hoflag à Osnabrück en Westphalie. Pour ta gouverne, un Hoflag c'est un camp de prisonniers destiné aux officiers ennemis. Rien à voir, mais pour l'anecdote, là-bas il était nommé De Gaulle, à cause d'une erreur de saisie. Mais à cause de ça, il était toujours considéré comme disparu au pays, donc ses parents pensaient qu'il était mort. Mais il est bel et bien en vie, tu peux le voir ici en train de servir la soupe à ses camarades. Il commence à chercher des stratagèmes pour s'évader. Sa première tentative d'évasion est plutôt foirée. Il s'imagine s'enfuir du camp et descendre le Danube en barque. Mais encore novice en la matière, il se fait cramer avant même d'avoir tenté le coup. Les Allemands décident de le transférer en Lituanie. La première tentative est un échec cuisant, mais il va vite s'améliorer au point de réussir à s'évader 5 fois. Ok, De Gaulle est maintenant dans une nouvelle cellule, tranquillou, et il se demande encore comment s'évader. Cette fois, il tente de creuser un trou dans sa cellule, un peu comme dans Prison Break. Jour après jour, il continue d'agrandir sa porte de sortie, sauf que, encore une fois, notre Houdini amateur se fait choper. Mais vous allez le voir, c'est la dernière fois qu'il se fait avoir si facilement. Par contre, les Allemands sont un peu vénères, du coup ils le transfèrent en Bavière au fort d'Ingolstadt dédié aux rebelles. Ce lieu est clairement une forteresse. Pourtant, les Allemands vont par la suite la nommer l'Académie de l'évasion, car ils y regroupaient les fortes têtes qui ne se privaient pas de partager les combines pour apprendre à s'évader. Mais notre Terminator français ne se décourage pas. Il découvre qu'un hôpital situé dans la même ville est potentiellement moins gardé, ce qui lui donne quelques idées. Il échange parfois des lettres avec sa mère, et cette dernière lui envoie également des vivres par colis à cette occasion. Dans l'un des colis, elle a partagé un flacon d'acide picrique qui sert généralement à soigner les engelures. Vous l'avez compris, notre Houdini se met à avoir une idée en tête et boit le contenu pourtant toxique de la fiole que sa mère lui a envoyée. Fortement intoxiqué, il est alors expédié à l'annexe de l'hôpital situé juste à côté. T'imagines le plan de psychopathe, le gars s'empoisonne pour pouvoir accéder à un lieu d'où il pourrait potentiellement s'évader.
Après avoir chié mou pendant un petit moment, ouais, je suis pas médecin, mais boire de l'acide picrique, je vous assure que c'est pas ouf comme tisane. Bref, il examine le secteur, mais pas de bol, il se rend compte que le lieu dédié aux prisonniers est fortement gardé. En revanche, l'autre côté de l'hôpital est plutôt tranquille, car il est dédié aux civils et qu'il y a pas mal de passages. De Gaulle cogite et d'un coup, bam, un plan. Il projette de se faire conduire à l'hôpital civil par un camarade déguisé en infirmier, de passer le poste de garde pour atteindre l'autre côté de l'hôpital, puis de sortir ni vu ni connu avec lui. Mais pour que le plan réussisse, il doit d'abord réunir certaines affaires et trouver un complice. Il désigne le capitaine Émile Dupré comme camarade d'évasion. À partir de là, Charles va devoir ruser et opter pour la corruption et le chantage. Il commence par acheter certains objets normalement interdits aux prisonniers à un infirmier allemand plutôt amadouable. J'aime l'argent. Petit à petit, l'infirmier se laisse avoir et lui vend carrément une carte de la région. Hop, le piège se referme. De Gaulle débute alors le chantage. Car bon, si un supérieur apprend la nouvelle, j'imagine que l'infirmier va se faire couper les valseuses. Il demande alors à ce pauvre mec de lui dénicher une blouse d'infirmier, un pantalon militaire et des vêtements de civil. Et le plus ouf dans tout ça, c'est que ça marche. De Gaulle, toujours à l'affût, remarque qu'un soldat français sert d'électricien pour l'hôpital. Ni une ni deux, il saisit l'opportunité et se rapproche de cet homme pour lui demander des informations. Le soldat lui confie qu'une petite cabane lui est mise à disposition pour ranger son matériel et que lui seul a la clé. Ce brave homme lui cache alors les affaires et de la bouffe dans la cabane. Dimanche 29 octobre 1916, la nuit est tombée. Le camarade de Charles enfile le pantalon militaire et une blouse d'infirmier. De Gaulle, quant à lui, conserve ses vêtements. Les deux acolytes franchissent le poste de garde de l'annexe, normal, tranquille, puis ils pénètrent dans l'hôpital pour se rendre directement dans la petite cabane afin de s'habiller comme n'importe quel civil allemand. Charles de Gaulle et Émile Dupré sont libres. Ils entament une longue marche de 300 km de nuit, se cachant la journée pour ne pas attirer l'attention. Arrivés au tiers, après plus d'une semaine de vie sauvage, ils arrivèrent à Pfaffenhofen, quelque chose comme ça. Ils s'attendent à traverser des rues désertes, mais c'est tout l'inverse qu'ils ont la surprise de constater. Ils ont une sale mine après avoir vécu dans la nature pendant plus d'une semaine. Rapidement, des civils allemands commencent à les remarquer. Les 1,93 m de notre grand gaillard n'ont vraiment pas dû aider. Une foule commence à se former, et des gendarmes s'en mêlent également. Rapidement, les deux jeunes camarades sont jetés aux oubliettes, et écopent de 60 jours d'arrêt de rigueur, dans des sortes de cellules d'isolement. De Gaulle se calme un peu et arrête les tentatives d'évasion, pour le moment. Il fait profil bas en espérant être transféré dans un lieu de détention un peu moins sévère. Heureusement pour lui, ce fut le cas le 20 juillet 1917 lorsqu'il est transféré à la forteresse de Rosenberg. Là-bas, il prend le temps de repérer les lieux et surtout de se tenir informé des actualités de la guerre. Véritable forteresse, il remarque plusieurs fossés séparés par des remparts avec plusieurs patrouilles à intervalles réguliers. Il remarque aussi que dès qu'il pleut, les sentinelles se mettent à l'abri dans leurs guérites. C'est des sortes de petits abris pour une ou deux personnes, comme on peut le voir souvent avec la garde royale anglaise. Il met plusieurs camarades dans la confidence et leur explique le plan. Pour s'échapper, il faut accéder au premier fossé en décelant une pierre, puis crocheter une porte. Une échelle et une corde seront aussi nécessaires pour grimper le second rempart, puis descendre le long de la paroi. Le 15 octobre 1917, une pluie diluvienne s'abat sur le fort. C'est le moment ou jamais. Ils débutent alors l'évasion. La pierre est décelée, puis la porte est crochetée sans trop de mal. Ils assemblent alors l'échelle pour monter sur le deuxième rempart. Tout se passe bien. Sauf que la corde, confectionnée avec des draps, est trop courte. Ils repèrent rapidement un endroit où une plateforme sert de palier et permettrait de descendre en deux temps. Problème, pour réussir, il faut que l'un de ses compagnons se sacrifie pour renvoyer la corde. Le capitaine Montetti, qui venait d'arriver au fort le jour même, se dévoue. Il fait passer ses camarades. Il resta caché 2 jours dans un buisson sur la plateforme avant de s'échapper à son tour. Les 4 Français restants sont donc libres. Ils vont marcher plus d'1 semaine avant d'être capturés à nouveau. Dès son retour, et craignant d'être à nouveau expédié à Ingolstadt, De Gaulle décide de faire une nouvelle tentative. Tristany, l'un de ses précédents acolytes, est partant lui aussi. Cette fois, ils n'ont pas le temps de préparer une nouvelle corde et de tenter la même évasion. Ce serait de toute façon trop risqué de refaire le même coup. Il remarque qu'une petite partie de la forteresse est dédiée aux civils qui venaient travailler ici pour entretenir les lieux. Ces derniers font régulièrement des allers-retours dans la cour intérieure pour entrer et sortir du château. Nos 2 acolytes remarquent également que la sentinelle allemande qui fait des allers-retours sous les fenêtres des prisonniers tourne le dos à chaque allée pendant environ 30 secondes. Le plan est donc de descendre dans la cour intérieure habillé en civil
pour gagner la porte voûtée et sortir paisiblement comme n'importe quel civil. Le 30 octobre 1917, c'est le bon moment. La nuit tombée, il décide de scier un barreau de la fenêtre dès que la sentinelle est éloignée, puis de descendre avec une corde. L'un d'eux remonte à la corde pour remettre le barreau histoire d'être un peu moins grillé. Habillé en civil et équipé de lunettes et de fausses moustaches, il passe tranquillement la porte d'entrée pour sortir de la forteresse. Arrivé à une gare, il saute dans le premier train venu, mais rapidement, des gendarmes allemands les repèrent. Un des gendarmes, le sergent Heinrich Meyer, veut faire monter De Gaulle dans un wagon de 3e classe, mais De Gaulle s'insurge. Ouais, il était couillu quand même, car bon, le mec s'évade tranquille, il se fait choper et tape un scandale pour être en 2e classe. De nombreux civils allemands commencent à s'attrouper pour voir le spectacle. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit des officiers français en cavale. Le sergent Meyer commence à s'impatienter et pousse violemment De Gaulle dans le wagon de 3e classe. Charles lui crie dessus en lui disant de pas le toucher avec ses mains sales, il le traite même de cochon. De Gaulle est remis en zonzon, mais le sergent Meyer décide de porter plainte pour outrage. Je vous passe les détails, mais en gros De Gaulle est jugé puis condamné à une peine de 14 jours. Les Allemands prévoient de l'emmener à Passau, en Bavière, pour qu'il purge sa peine. Mais De Gaulle ne l'entend pas de la même oreille et s'insurge à nouveau. Il décide donc de faire une grève de la faim. Toujours plus. Devant cette menace, les Allemands décident finalement de le transférer à la forteresse de Magdebourg, où il effectue sa détention avec d'autres officiers français. Notre protagoniste, vous commencez à le connaître, décide de s'évader à nouveau. Mais cette fois, la sécurité ne sera sans doute pas la même. De Gaulle a écrit par la suite « L'ennemi avait pris pour notre garde des dispositions telles qu'on ne pouvait guère penser à sortir autrement que par porte. Il prépare un nouveau plan. Cette fois, l'idée est de se faire escorter hors du camp par un militaire allemand en uniforme comme s'il était expédié ailleurs. Il correspondait depuis quelque temps avec sa famille à l'aide de courriers truqués dont il avait remis le code à un officier français rapatrié pour raison de santé. Pièce par pièce, il réunit les effets nécessaires pour sa nouvelle évasion. Le 10 juin 1918, accompagné de Meyer revêtu de l'uniforme allemand, notre prisonnier national arrive dans la cour intérieure équipé d'une valise qui contenait des habits civils, puis franchit la grande porte voûtée du fort. Non mais c'est fou que personne n'ait capté. Je veux dire, ce grand gaillard de 1m93 est quand même repérable, puis c'est pas la première fois qu'il l'a fait à l'envers. Pour faire encore plus vrai, l'aumônier français du camp l'avait accompagné jusqu'à la grille pour lui faire ses adieux, comme s'il partait pour un autre camp. Il dépasse le pont-levis, salué par la sentinelle qui le garde, et les voilà dans la campagne. Ils se dirigent vers Nuremberg, et 2 jours plus tard, ils se font à nouveau arrêter à un poste de gendarmerie où on leur réclame leurs papiers. Dès le lendemain, ils sont de retour au camp Wulfsburg. À nouveau en prison, mais toujours avec une volonté inébranlable, De Gaulle cherche un nouveau plan. L'un de ses compagnons de captivité, Fernand Plessis, raconte « De Gaulle optait pour la ruse et comptait sur la fertilité de son imagination pour lui fournir un moyen de sortir par la porte. Un nouveau plan est élaboré. Chaque semaine, les prisonniers français étaient escortés par 2 sentinelles pour descendre le linge sale à la blanchisserie de Wessenberg. Ils utilisaient des gros paniers suffisamment grands pour contenir De Gaulle et ses longues jambes. Le panier était cadenassé et seuls les soldats allemands pouvaient l'ouvrir. Mais truquer des charnières était un jeu d'enfant pour nos professionnels de l'évasion. Le plus difficile était de sortir du panier sans être vu. Après avoir cadenassé le panier, le fourrier, qui est en gros un soldat allemand chargé de s'occuper des vivres et de ce genre de préparatifs, part chercher les sentinelles pour accompagner le linge jusqu'à la blanchisserie. Son absence pouvait durer de 5 à 10 minutes. Dès qu'il s'éloigne, les 2 spécialistes du Canari, c'est le joli surnom de ceux qui fabriquaient le matériel nécessaire aux évasions, entrent dans le local et ouvrent le panier. Aussitôt, le linge est enlevé puis ramené à la buanderie, puis De Gaulle prend place. Les Canaris referment le panier à l'aide d'un câble souple peint aux couleurs de l'osier, de sorte à ce que la personne enfermée puisse l'ouvrir ensuite. Le panier est ensuite emmené à la blanchisserie. De Gaulle attend le bon moment, puis sort du panier, ni vu ni connu, pour s'enfuir. Il veut prendre un train de nuit, généralement moins gardé. Mais un problème d'intestin bien vénère le pousse à prendre le premier train venu, en pleine journée. Il voyage debout dans le wagon et se met également un bandeau sur la bouche en simulant une fluxion pour éviter les bavardages des voisins. Une fluxion, c'est une sorte d'inflammation des gencives ou des joues. Des policiers entrent dans le wagon et commencent à demander les papiers des voyageurs. C'est déjà terminé pour la nouvelle évasion de notre Houdini qui est à nouveau envoyé en prison. Encore une fois, l'évasion vaut à De Gaulle 60 jours d'arrêt de rigueur. Mais cette fois, l'armistice est signé et De Gaulle est enfin libéré.
Pour De Gaulle, être prisonnier était une véritable humiliation. Il écrira même « N'avoir pu assister comme vous à cette victoire les armes à la main, c'est pour moi un chagrin qui ne s'éteindra qu'avec ma vie. » Vous avez pu le constater, De Gaulle était une véritable force de la nature. Je peux vous assurer qu'il en faut du moral pour tenter de s'évader autant de fois. C'était ma première vidéo sur cette chaîne, n'hésitez pas à partager vos retours en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Tchuss!